Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Pierre-Alexandre Anglade, député Renaissance et président de la Commission des Affaires européennes. Bonjour Pierre-Alexandre Anglade. Bonjour. La France doit-elle envoyer des chars Leclerc à l'Ukraine? Y a-t-il un risque d'escalade après les annonces des Américains, des Allemands? Quelle place encore pour la négociation, la diplomatie? C'est ce que nous allons aborder avec quelques questions aussi bien sûr sur l'autre gros dossier, les retraites compliquées à gérer pour la majorité avant la nouvelle journée de contestation mardi prochain. Alors commençons par cette pression un peu sur la France après les États-Unis et l'Allemagne qui ont annoncé donc l'envoi de chars lourds en Ukraine. Est-ce que la France hésite encore à envoyer les fameux chars Leclerc? Est-ce qu'elle doit les envoyer ou pas? Moi, je dirais que la France a d'abord initié un mouvement qui a été décisif pour la livraison des chars allemands et américains en autorisant les premiers, la livraison de chars légers, les fameux AMX-10, ce qui a permis, je crois, de débloquer une situation parce que ça faisait de très nombreuses semaines, de très nombreux mois que les Ukrainiens réclamaient aux Allemands et pas aux Français, des chars lourds, en l'occurrence les chars Léopard. Pourquoi est-ce que les Ukrainiens demandaient des chars Léopard? Parce que les Léopards sont les chars les plus nombreux en Europe, il y en a plus de 2000, et donc pour être pertinent, efficace et pour faciliter leur emploi sur le terrain, les Ukrainiens ont plutôt intérêt à avoir des chars d'une même catégorie, d'un même type, en l'occurrence les Léopards, plutôt que d'accumuler des chars américains, anglais, français, etc. Et donc il y avait une demande des Ukrainiens pour des Léopards et pas pour des Leclerc. Ouais. Après, une fois qu'on a dit ça, moi je crois que la France a déjà fait beaucoup, c'est près de 700 millions d'euros d'aide militaire qui ont été donnés aux Ukrainiens depuis le début de cette guerre, avec notamment les canons César, des batteries de défense antiaérienne, et peut-être que dans les semaines à venir, il y aura d'autres livraisons d'armes, et peut-être que les chars Leclerc seront livrés, mais ce n'est pas aujourd'hui une demande express des Ukrainiens qui attendent plutôt de notre part de l'artillerie ou de la défense antiaérienne. Oui. Est-ce que si c'était le cas, il devrait y avoir un débat au Parlement, comme le réclament certains dans l'opposition? Il peut y avoir un débat au Parlement. D'abord, je rappelle à celles et ceux qui pensent que le Parlement est écarté de toute discussion sur l'Ukraine, qu'ils ne disent pas tout à fait la vérité. Oui. Depuis le début de cette guerre, il y a eu 3 débats sur la guerre en Ukraine à l'Assemblée nationale, au début de la guerre, à la rentrée parlementaire au mois de septembre, fin novembre avec la résolution que j'avais fait adopter. Et donc, il y a un débat qui est régulier. Nous allons recevoir lundi à l'Assemblée nationale et mardi le président du Parlement ukrainien, Ruslan Stefanchuk, qui vient à Paris en visite officielle. Il y aura mardi après-midi dans l'hémicycle un débat sur l'Ukraine et donc ce sera l'occasion pour les oppositions de parler des armes. Alors oui, Pierre-Alexandre Anglade, on reçoit donc un représentant ukrainien, mais est-ce qu'on continue et est-ce qu'on essaie de discuter? Est-ce qu'il y a encore des possibilités avec la Russie? Est-ce que tout le point central est là, bien sûr, quoi. Un jour, il faudra se mettre à la table des négociations et des discussions avec la Russie. Mais je crois que la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a eu raison de dire hier que le temps dans lequel nous sommes est celui des armes. Et que nous ne sommes pas dans le temps de la discussion. Le président de la République, Emmanuel Macron, les ministres, les chefs d'État et de gouvernement de différents pays européens ont tenté de dialoguer, de négocier pendant de nombreuses semaines avec Vladimir Poutine. Celui-ci a montré qu'il ne voulait pas discuter, qu'il voulait mener une guerre la plus totale, la plus brutale, en visant d'abord les civils. Il mène une guerre de crimes et d'exactions. Hier, ce sont 50 missiles qui se sont abattus sur l'Ukraine. Heureusement, la défense aérienne a réussi à en faire tomber une grande partie. Mais ces missiles, ils visaient des infrastructures civiles et non pas des cibles militaires. Et donc le temps dans lequel nous sommes n'est pas celui de la négociation, c'est celui du combat, de la défense des Ukrainiens, et nous devons les aider sur ce combat. Et alors dans cette défense des Ukrainiens, avec un armement plus conséquent envoyé aux Ukrainiens, est-ce qu'il n'y a pas un risque que finalement de la situation de défense, on passe aussi à l'offensive du côté ukrainien et donc à entrer dans la guerre, à une forme d'escalade qui est redoutée par certains? Mais dans tout conflit, il y a une forme d'escalade. Et la vérité, c'est que la situation dans laquelle le conflit se trouve aujourd'hui n'est plus du tout la même que celle dans laquelle elle était le 24 février dernier, quand les paras-russes sont arrivés sur Kiev pour liquider le pouvoir. Et donc, il y a une forme de montée en puissance de cette guerre. Mais les Ukrainiens et les Occidentaux ont en même temps été extrêmement clairs. Le seul objet de la contre-offensive qui est menée par les Ukrainiens est de sortir les Russes des frontières internationalement reconnues par l'Ukraine. Les soldats russes n'ont rien à faire en Ukraine. Le jour où les soldats russes se retirent
d'Ukraine, il n'y aura plus de guerre. Et il n'y a aucune velléité de la part des Ukrainiens ou de qui que ce soit d'aller au-delà des frontières de l'Ukraine. Et ceux qui disent l'inverse mentent et au fond colportent la propagande de Poutine. Après, il y a ces interrogations autour du Donbass, ces territoires qui sont beaucoup plus ambigus, bien sûr, à l'est de l'Ukraine. Oui, mais ce sont des territoires ukrainiens, dans les frontières internationalement reconnues en 1991, à la fin de la guerre froide, tout comme la Crimée appartient à l'Ukraine. Et la Russie s'est imposée par la force dans ces territoires. On a le sentiment que la guerre a commencé le 24 février. Oui, en réalité, la guerre, elle dure depuis déjà 2014. Oui. Et donc, ça fait longtemps que ce conflit se déroule, depuis que les Ukrainiens ont mené ce qu'on a appelé la révolution de Maïdan, lorsqu'ils ont fait le choix de se tourner vers l'Europe, qui était une aspiration profonde, et où les Russes n'ont pas accepté, où ont commencé progressivement à envahir ces territoires et plus tard à annexer illégalement la Crimée. Et donc, aujourd'hui, il y a une guerre qui est menée par les Russes. Les Ukrainiens se défendent, ils veulent retrouver leurs frontières et nous devons les accompagner sur ce chemin parce que les Ukrainiens se battent pour leur pays, mais ils se battent aussi pour la défense de l'Europe. Ouais. À Kiev se passe la défense de l'Europe. C'est une forme de guerre par procuration qui est menée ? Non, c'est pas une guerre par procuration parce que les Russes veulent s'emparer par la force de l'Ukraine. Dans ce conflit, il ne faut pas inverser les responsabilités. Il y a un agresseur et un agressé. L'agresseur, c'est la Russie, l'agressé, c'est l'Ukraine. Et c'est, je crois, de la responsabilité des Occidentaux, c'est dans la charte des Nations Unies, de venir en soutien d'un pays qui a été agressé illégalement par un autre. Oui. Pierre-Alexandre Anglade, venons-en à l'autre gros dossier en fait du moment aussi et qui vous concerne parce que vous êtes député, bien sûr, de Renaissance. Que va-t-il se passer désormais à l'Assemblée nationale ? Alors, il y a effectivement des dépôts d'amendements là, qui ont été prévus par la NUPS, 7000. Il y en a aussi quelques-uns qui viennent du MoDem, etc. La bataille n'est pas gagnée d'avance, non ? Et je crois que, effectivement, je crois que l'opinion dans le pays n'est pas complètement figée. Et je crois alors vous renversez en fait la situation. Vous dites pas l'opinion ne vous est pas favorable et vous dites que ce qui va se passer peut renverser l'opinion. Je crois que les choses ne sont pas faites, dans un sens comme dans l'autre. Ouais. Et donc il nous faut continuer à expliquer et à convaincre le sens profond de cette réforme aux Françaises et aux Français et à nos collègues des oppositions. Parce que moi, quand j'en vois les collègues de la NUPES qui n'ont pas pu s'empêcher, au fond, de faire une forme d'obstruction, certes une obstruction modérée, mais quand on dépose 7000 amendements, c'est qu'on a quand même envie de freiner un peu le débat. Et donc, moi, j'ai envie de leur dire à ceux-là, puisqu'ils sont attachés à la justice sociale, au système par répartition, qu'au fond, s'ils étaient réellement attachés à ce système, ils devraient voter notre réforme. Parce que si l'on fait ce texte, c'est pour préserver la solidarité à la française. Ce système dans lequel les actifs, c'est-à-dire vous et moi qui travaillons, cotisons pour ceux qui sont à la retraite. Et nous savons qu'il y a de moins en moins d'actifs. Donc si nous ne faisons pas cette réforme, il n'y aura plus de système par répartition en France. C'est aussi simple que cela. Après, c'est un choix politique. On peut aller vers d'autres systèmes. On peut aller vers un système par capitalisation, comme c'est le cas chez les anglo-saxons. Mais ce n'est pas notre volonté et ce n'est pas celle des Françaises et des Français. Donc il faut dire la vérité aux gens. Alors oui, il faut dire la vérité, Pierre-Alexandre Anglade, mais on a eu beaucoup de témoignages de gens qui disent, écoutez, moi monter sur des échelles à 64 ans, c'est pas possible, échelle de pompier ou échelle de charpentier, encore hier. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi, dans votre texte, des choses à revoir, à ajuster ? Eh bien, vos auditeurs qui vous appellent pour vous dire qu'à 64 ans, ils ne peuvent pas monter sur une échelle, sur un chantier ou dans n'importe quel métier, ils ont raison de le dire. Ils ont raison de le dire parce que ce sont des métiers durs, ce sont des métiers pénibles, et dans la réforme telle qu'elle est pensée, personne qui aura eu une carrière pénible avec des tâches lourdes, difficiles, la pénibilité, vous le savez, avait été gommée en fait. Oui, mais elle avait été simplifiée. Et dans la réforme telle qu'elle est proposée aujourd'hui, on simplifie le compte pénibilité, on ajoute des critères nouveaux sur les métiers pénibles qui font que toutes celles et ceux qui s'abîment au travail, parce que c'est vrai que dans notre pays, le travail abîme dans beaucoup de professions et qu'à 64 ans, on ne peut pas poser du carrelage à genoux toute la journée, on ne peut pas monter sur des échelles, c'est la vérité. Et c'est pour ça que dans la réforme telle qu'elle est proposée aujourd'hui, toutes ces situations sont prises en compte. Et ce qu'il faut dire aussi aux Françaises et Français, c'est que effectivement, on va demander à une partie d'entre eux de travailler un petit peu plus longtemps tout au long de la vie. C'est la vérité pour sauver le système de retraite. Mais 4 Français sur 10, c'est considérable, ne travailleront pas jusqu'à 64 ans. Et donc, toutes celles et ceux qui s'inquiètent parce qu'ils ont aujourd'hui un métier pénible, dur, moi je veux leur dire que ceux-là n'auront pas à travailler jusqu'à 64 ans parce que tout a été prévu pour justement qu'ils puissent partir plus tôt et qu'ils ne se laissent pas intoxiquer par le cartel des
conservateurs ou de celles et ceux qui propagent des peurs dans la société, parce que ce n'est pas la réalité de des cette réforme. peurs. Il y a une forme de réalité quand même. Les gens le voient, quoi. Bien sûr, Non, avec une durée de cotisation qui est beaucoup plus longue, quoi, Un petit peu par plus rapport long, à il y a- mais bah, je crois un que- petit peu je plus long. crois Ça a qu'il y a- changé quand même en quelques années, quoi. C'est vrai, mais il y a Oui. beaucoup de Françaises et de Français qui aujourd'hui exercent un métier peut-être qu'ils n'aiment pas, mais qui n'est pas pénible, Oui. et qui se retrouvent dans un bureau et qui peuvent travailler un petit peu plus longtemps pour permettre de sauver le système par répartition. C'est une réforme qui est nécessaire. Oui. Elle n'est pas forcément populaire, mais elle est nécessaire pour sauver notre système. Pierre-Alexandre Anglade, est-ce que la journée de mardi, qui est une journée de contestation de la plupart des syndicats, peut être décisive? Elle est importante pour les syndicats qui ont réussi à Mais mobiliser. pas que pour les syndicats, pour l'opinion et donc pour vous aussi. Oui, quoi. mais vous savez, il y a la démocratie. Les syndicats ont le droit de se mobiliser Ouais. et de faire grève et de montrer leur mécontentement. Et les parlementaires ont aussi le droit de défendre un projet sur lequel ils ont été élus. Ouais. Moi, je vous rappelle que les Françaises et les Français ont voté pour le projet d'Emmanuel Macron dans lequel la réforme était présente. Moi, j'ai défendu cette réforme pendant mon élection législative. Il y a ensuite eu le temps de la négociation syndicale avec des améliorations réelles. Et maintenant, c'est le temps du débat parlementaire. Et au Parlement, nous allons encore modifier, amender, essayer de faire évoluer ce texte. Et quand je dis s'il y a un risque d'une grosse mobilisation, est-ce que au sein de Renaissance, de vos troupes, il ne risque pas d'y avoir quelques fissures? Parce qu'on a vu déjà que certains ne voulaient pas voter en fait le texte, quoi. Je ne crois pas. Je crois que quand on est cohérent, qu'on est logique et qu'on est fidèle à la parole qu'on a donnée aux Françaises et aux Français et au projet sur lequel on a été élu, on doit voter cette réforme. On ne peut pas présenter aux Français pendant l'élection législative une réforme qui va jusqu'à 65 ans. On la travaille, on l'amoindrit, on la rend plus acceptable en baissant notamment l'âge à 64 ans et venir dire maintenant c'est inacceptable, je ne vais pas la voter. Oui. Je crois qu'il y a un souci de cohérence et de clarté de la part de celles et ceux qui aujourd'hui expriment des voix un petit peu alternatives. J'entends leurs griefs, mais il faut être cohérent et voter ce texte, et moi je suis convaincu qu'ils le voteront. Il peut y avoir aussi des défaillances venant des LR qui pourraient vous apporter leur soutien, mais qui sont visiblement divisés. Oui, les LR sont divisés. Moi, j'appelle les LR à la responsabilité. Ils ont toutes et tous, ceux qui sont à l'Assemblée nationale, soutenu une candidate, Valérie Pécresse, qui proposait dans la campagne présidentielle une réforme jusqu'à 65 ans, avec des critères beaucoup plus durs que ceux qui sont dans la réforme aujourd'hui. Et donc, quand on est cohérent, on devrait soutenir ce texte. Les LR ont proposé un certain nombre de lignes rouges, en tout cas de points Mais clés ils sont dans l'opposition pour aujourd'hui. améliorer le texte. C'est politique. Oui, mais quand on est dans une démocratie parlementaire comme la nôtre, c'est pas parce que vous êtes dans l'opposition que vous devez systématiquement rejeter tout ce qui vient du gouvernement quand ça va dans le sens de l'intérêt général. Oui. Et ce texte va dans le sens de l'intérêt général. Oui. Les LR devraient le voter, mais comme les députés du Parti socialiste et d'Europe Écologie Les Verts devraient la voter, eux qui ont eux-mêmes porté des réformes comme celle-ci par le Alors, passé. Pierre-Alexandre Anglade, justement, un mot à propos des socialistes. Anne Hidalgo a décidé de fermer la mairie mardi prochain. Elle dit quand même que les services publics vont fonctionner. C'est une attitude responsable, ça, ou pas? Je crois pas. Je crois qu'il y a beaucoup de Parisiennes et de Parisiens qui attendent que leurs services publics à Paris fonctionnent. Ils sont déjà largement dégradés. On le vit au quotidien dans les transports en commun. Et je pense que beaucoup d'entre eux auraient aimé que leur mairie puisse être ouverte pour pouvoir avoir accès à tous les services qui sont normalement dispensés. Je trouve que c'est pas responsable de la. Paris est la capitale de la France, une des villes les plus visitées au monde, une métropole internationalement connue. Je trouve que fermer la mairie parce qu'il y a grève n'est pas à la hauteur de ce qu'est Paris. Merci Pierre-Alexandre Anglade, député Renaissance, président de la Commission des Affaires européennes, qui a été l'invité ce matin de Sud Radio.